Bâtir son produit, c'est bien, c'est quelque chose de très important pour avoir un business qui tourne, mais c'est pas le seul. Il faut vendre. On n'insistera jamais assez sur l'importance de vendre constamment à des nouveaux clients et surtout l'importance d'avoir de l'acquisition constante, des gens à qui tu puisses vendre, des listes de prospects, des manières de ramener des gens qui vont être intéressés par ton business. Et pour ça, il y a 19 canaux d'acquisition qui existent et dans cette vidéo bonus, on va voir comment tous les implémenter. Avant de parler de canaux d'acquisition, je voudrais juste donner quelques points sur comment fonctionnent ces canaux. Déjà, avant de parler des canaux, j'aimerais insister sur quelques points. Le premier point, c'est que il faut utiliser des canaux d'acquisition constamment dans la vie de la création de son produit. Parce qu'en fait, ça te permet d'avoir constamment des nouveaux utilisateurs qui arrivent, qui découvrent ton produit pour la première fois et sur lesquels tu peux observer. Le problème de tes anciens utilisateurs, c'est qu'ils ont vu le développement au fur et à mesure et qu'ils ont vu la logique qu'il y avait derrière, etc. Mais donc du coup, ils n'ont pas la vision fraîche de quelqu'un qui vient d'arriver, à qui tu pourrais parler et qui aurait des bons feedbacks à te faire, meilleurs du point de vue d'un nouvel utilisateur. Ça permet quoi? Ça, c'est le deuxième point, c'est que ça te permet de voir ce que les gens pensent de ton produit à un moment T. Ok, je viens de faire telle amélioration, et ben là maintenant, les nouvelles personnes qui rentrent par des canaux d'acquisition, ils découvrent ce produit pour la première fois. Voilà ce qu'ils en pensent. Voilà, ça, c'est vraiment hyper important. Le troisième point, c'est que les canaux d'acquisition, je l'ai dit en intro, il y en a 19. Ces 19 canaux d'acquisition, ils sont très variés et il faut travailler dessus pour pouvoir les mettre en place. Et après, il faut mettre en place un roulement constant qui fait qu'on va les améliorer de manière régulière. Le truc, c'est que ces 19 canaux d'acquisition, il n'y en a pas qu'un seul qui va marcher pour ton business, il y en a potentiellement plusieurs. D'ailleurs, les multiplier, c'est souvent une bonne idée. Et il faut arriver à les mettre en place et à les voir, et c'est mon dernier point, à les voir comme des canaux d'acquisition qui sont des flux constants. Donc ça va pas être vraiment des manières d'amener beaucoup de clients d'un coup, le gros one shot, t'as plein de gens qui arrivent et t'es très content, mais c'est vraiment avoir quelque chose de pérenne qui dans le temps va t'amener des clients de manière régulière pour qu'en fait t'aies pas à te préoccuper de mais comment je fais pour trouver des nouveaux clients. Dans cet épisode, je vais lister les 19 canaux d'acquisition qui existent et pour chacun d'entre eux, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Je vais vous expliquer comment le mettre en place pour la première fois, comment l'améliorer dans le temps et vous donner des exemples sur des boîtes qui ont réussi à mettre en place ce canal d'acquisition. Je vais essayer d'aller rapidement. Le but, c'est pas d'entrer en profondeur dans tous les canaux d'acquisition. Potentiellement, on fera une série complète où on va parler de chacun des canaux d'acquisition et on va vous donner toutes les clés pour les mettre en place et faire en sorte que ça fonctionne concrètement. Là, on va juste faire un tour d'horizon pour que vous, derrière votre écran, vous puissiez vous dire « Ok, je vais aller chercher sur Google, je vais aller taper ce canal d'acquisition-là, il m'intéresse. Je pourrais l'utiliser comme ça pour mon business et fouiller. Genre, c'est pas ce qui manque, la documentation sur chacun de ces canaux. Il y a énormément de choses à aller apprendre, même en dehors de Coup d'État, même surtout en dehors de Coup d'État. Allez-y, faites ce travail-là, allez vous former sur un canal et ensuite creusez là-dedans et mettez-le en place pour votre business parce que dans la plupart des cas, si vous le faites correctement, il n'y a pas de raison pour que ça ne vous apporte pas des centaines, voire des milliers de clients très régulièrement pour votre produit. Un dernier truc avant de commencer, c'est que le contenu de cette vidéo, il a été largement inspiré d'un bouquin qui s'appelle Traction et qui a été écrit avec des experts de chacun des canaux d'acquisition qui existent et donc ils rentrent très en détail sur la façon d'implémenter le truc. C'est un bouquin qui est qu'en anglais, je le conseille à tout le monde constamment, mais en fait il est qu'en anglais et on s'est dit que faire une vidéo dans laquelle vous pourriez naviguer et revenir à votre aise quand vous en avez besoin pour votre business, ce serait une bonne idée, donc on fait ça. Allez go, c'est parti. Le premier canal d'acquisition, c'est ce qu'on va appeler les Social and Display Ads. Ça va être tout ce qui est pub Facebook, pub Twitter, pub Instagram, tous ces trucs-là, tous les réseaux sociaux et les pubs payantes que tu peux avoir dessus. Comment tu le mets en place? Sur Facebook, ce qui est très 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 puissant, c'est qu'en fait, Facebook traque le comportement des utilisateurs de Facebook partout sur le web. En gros, le premier truc que tu mets en place quand tu installes une pub Facebook, c'est ce qu'on appelle le pixel Facebook. Donc tu vas l'installer sur ton site. Et dès que quelqu'un va faire une action importante dans ton site, tu vas envoyer l'info à Facebook qui, lui, va relier ça au compte Facebook de la personne qui a effectué l'action. Ça te permet en fait d'avoir
énormément de gens qui font des actions qui sont intéressantes pour toi, par exemple acheter quelque chose. Et Facebook va en fait te permettre de créer des sortes de buckets d'audience dans lesquels tu vas pouvoir venir piocher et donc tu vas lui dire ok, moi je veux des gens qui ressemblent à ce groupe de personnes qui ont tous effectué la même action sur mon site. Et Facebook va aller chercher des profils dans la base de données Facebook qui ressemblent à ces gens dans ce bucket-là qui ont effectué les actions. Et du coup, si tu dis à Facebook, écoute, moi je veux avoir tous les gens qui ont des profils similaires à ceux qui ont acheté chez moi, et Facebook va te construire un truc, va te construire une audience à laquelle tu vas pouvoir pousser une pub parfaitement au bon moment et parfaitement dans le bon contexte pour que la personne soit sûre d'acheter quand elle découvre ta pub. C'est ultra puissant, d'autant plus que plus tu as d'achats, plus le pixel Facebook apprend des comportements de tes utilisateurs. Il faut envoyer un maximum d'événements au pixel Facebook, donc tout, l'achat, l'ajout au panier, peu importe les trucs. Nous, on envoie la lecture des épisodes sur coup d'état, etc. Il faut envoyer un max à Facebook pour qu'il apprenne et qu'il pousse de mieux en mieux aux bons utilisateurs. Et ensuite, le dernier truc, en dehors du pixel, c'est qu'il faut arriver à créer des pubs qui sont de bonne qualité. Les pubs vidéo sur Facebook marchent très bien. Les pubs photos marchent aussi bien. Et c'est un truc qui s'A/B teste. C'est un outil qui est pas hyper facile à prendre en main parce qu'il est un peu bordélique. Genre franchement, cette plateforme, moi je trouve que c'est un peu abusé la façon dont c'est designé, mais ça fait le taf et c'est vraiment très puissant quand tu commences à prendre conscience de tout ce que tu peux faire avec. Pour améliorer les performances de tes pubs Facebook, il y a plusieurs choses à mettre en place. Il y a de l'A/B testing. Déjà sur Facebook, ça te permet de comparer les performances d'une pub à une autre sur une même audience pour voir celle qui performe le mieux. Donc tu peux déjà faire ça. Ensuite, il y a ce truc d'amélioration constante par rapport au pixel dont je parlais juste avant. Et enfin, il y a la capacité de ton message, ta capacité à vendre la vision. C'est un truc qui va revenir tout au long de cette vidéo, c'est que quand tu veux vendre quelque chose à quelqu'un, la clé, c'est de l'aider à se projeter dans le futur, à ce qu'il ou elle sera capable de faire avec l'aide de ton produit. Parce qu'en fait, c'est ça qui est important. L'important, c'est pas ce que ton produit propose comme fonctionnalité. Ce qui est important, c'est ce que ton produit permet de faire à la personne. Tout le temps. Dans les pubs Facebook, c'est pareil. Dans la vente en ligne, c'est pareil, peu importe. En termes d'exemple, il y a énormément de pubs Facebook qui cartonnent. Fouillez et testez des techniques qui sont adaptées à votre business, fondamentalement. Le deuxième canal d'acquisition, ça va être ce qu'on appelle le viral marketing. Le viral marketing, c'est vraiment la capacité que tu as à faire en sorte que tes utilisateurs existants invitent des nouveaux utilisateurs. Comment tu mets ça en place? Il y a plusieurs techniques. Tu peux par exemple créer une file d'attente. C'est un truc qui marche très bien où tu dis voilà, il y a une file d'attente. Si tu veux remonter dans la file d'attente, invite tes potes. Et ça te fait monter dans le truc. C'est une des techniques. Un autre moyen de créer du viral marketing, ça va être un programme de referral comme fait Uber par exemple, où ils te disent si tu offres une course de 20 € à un nouvel utilisateur, on t'offre une course de 20 € en plus pour toi. Ce truc-là a fait que Uber a mis en place un système de referral hyper efficace qui est quasiment c'est quasiment leur canal d'acquisition principal, ce sur quoi ils ont grossi. C'était hyper puissant parce que Uber est un produit de malade. Mais en fait, ce programme-là a permis de cristalliser vraiment l'usage déjà existant des gens qui s'invitaient en soirée pour prendre des Uber. Ça a été hyper efficace. Comment faire pour améliorer constamment un programme de viral marketing? Il y a plusieurs métriques à traquer. Et ces métriques-là, c'est le nombre moyen de gens invités par un utilisateur. Parce qu'en fait, tu peux partir du principe qu'il y a une vraie viralité très puissante à partir du moment où un utilisateur invite au moins un utilisateur. Si ça se passe, ça fait que tu crois exponentiellement. Genre, c'est ultra puissant. Et ensuite, le deuxième truc que tu dois traquer au-delà du nombre moyen d'invités par utilisateur, c'est le temps que met un utilisateur à en inviter un autre à partir du moment où il a découvert ta plateforme ou ton produit ou peu importe. Si tu traques ces deux trucs-là et que tu fais en sorte de mettre en place des actions qui augmentent le nombre d'utilisateurs invités et qui diminuent le temps que chaque utilisateur met à inviter quelqu'un, tu crées une stratégie qui va t'apporter énormément de leads constamment et de nouveaux users. Le troisième canal, c'est tout ce qui va être public relationships. C'est ce qu'on appelle la PR, les relations publiques de manière générale.
c'est tout ce qui est de la presse en fait. Donc c'est la presse, c'est comment tu tisses des relations avec les journalistes, c'est comment tu fais pour avoir des articles sur ta boîte, comment tu fais pour avoir des reportages télé, avoir des reportages radio, etc., etc. Comment ça se met en place? Il n'y a pas de secret. Ça s'appelle pas public relationship pour rien. C'est parce que tout est une histoire de relation. L'intérêt d'un journaliste, c'est d'avoir des choses intéressantes et pertinentes à écrire ou à diffuser pour son audience, peu importe le média. Toi, en tant que business, ton objectif, c'est de trouver quels sont les intérêts de ce journaliste, où sont les objectifs de ce ou cette journaliste pour pouvoir l'aider à atteindre ces objectifs-là. Et en fait, tout l'enjeu pour toi, ça va être de leur proposer des infos qu'ils vont trouver intéressantes. Si tu arrives à faire ça, à leur dire voilà, on sort tel produit, voilà pourquoi c'est intéressant pour votre ligne éditoriale, voilà pourquoi c'est intéressant pour votre audience, en fait tu les aides. Tu les aides vraiment à faire leur métier tous les jours. Et si tu le vois comme ça et que tu n'essaies pas juste d'envoyer des communiqués de presse à des centaines de journalistes d'un coup pour voir, tu crées une vraie relation et tu as des articles ou des reportages ou n'importe quoi qui sont de bonne qualité et qui parlent de ton business. Et si tu arrives à avoir une encore meilleure relation, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir des bons call to action dans les reportages, les articles, etc. qui vont ramener les gens sur ton produit et qui du coup vont te permettre de créer beaucoup de leads. Un exemple de ça, c'est Magnum. Magnum, c'est marrant parce que en gros pendant un été, les ventes de Magnum avaient explosé complètement. Et Magnum, en fait, avait mesuré ce phénomène-là et l'avait envoyé à des journalistes en disant « Regardez, il y a la canicule, donc les ventes de Magnum ont explosé. » Et les journalistes, en fait, étaient en recherche de contenu sur la canicule à écrire parce que tout le monde ne faisait que parler de ça. Et du coup, hop, ils ont chopé le créneau et Magnum s'est placé partout et tout le monde a parlé de l'étude qu'a faite Magnum sur la vente de glace par rapport à la canicule. Hop, ils ont trouvé le point qui était intéressant pour les journalistes, ils leur ont proposé d'écrire des articles sur ça et ils ont eu plein d'articles qui parlaient d'eux. C'est un truc que tu peux reproduire. Un autre canal, c'est un truc qu'on va différencier de la PR normale, c'est ce qu'on va appeler la PR inconventionnelle. Ça peut prendre plusieurs formes, beaucoup de formes différentes, mais grosso modo, c'est tout ce qu'on va appeler de manière générale des coups de com'. C'est tous les trucs où ça va faire suffisamment de bruit dans ta communauté ou dans les gens qui suivent ta boîte, etc. jusqu'à aller jusqu'aux oreilles de la presse en fait pour qu'elle parle de toi. Comment tu mets ça en place ? Tu peux faire des happenings publics, c'est un truc qui marche très bien, tu vois, genre tu vas te déguiser en je sais pas quoi, ou tu t'organises vraiment un gros événement un peu street guérilla et en fait ça va attirer du monde, les gens vont faire des vidéos avec leur smartphone et tu vas potentiellement avoir de la presse qui va en parler. Ce qui est important, c'est d'avoir des vidéos et des photos de ces trucs-là. Tu vois, genre vraiment si tu fais un truc un peu inconventionnel qui va frapper un gros coup et où t'as envie que tout le monde en parle, amène tes potes et pour qu'ils fassent des vidéos et des photos que tu pourras envoyer à la presse par la suite. Et si c'est sensationnel, si c'est vraiment sensationnel et que c'est un truc que les gens ont envie de lire et que c'est une bonne histoire ou que c'est marrant ou que ça fait ressentir des émotions, t'as beaucoup plus de chances que la presse s'intéresse à ton sujet et qu'elle publie sur toi. Pour améliorer ce truc-là, il n'y a pas de secret, c'est à chaque fois que tu vas en faire un nouveau, il faut que tu essayes de frapper un coup plus fort que le précédent. Il y a une boîte qui est très douée à faire ça, c'est Red Bull. Red Bull, ils sont ultra bons à faire des événements qui sont un peu inattendus et où tout le monde parle de la nouvelle campagne de Red Bull. Ils mettent des jouets gonflables géants dans les rues et la presse écrit sur ça. Et c'est comme ça que tu fais de la PR inconventionnelle. Ensuite, un autre canal, c'est ce qu'on va appeler le SEM. Donc c'est le Search Engine Marketing. C'est comment tu fais de la pub sur Google Ads, grosso modo. Il y a aussi Bing Ads et tous les autres moteurs de recherche, mais bon. Voilà, on connaît. Comment tu le mets en place? Pour mettre en place de la pub sur des moteurs de recherche et à fortiori sur Google, tu vas sur Google AdWords. C'est une plateforme qui te permet de mettre en place des pubs qui vont venir se caler en haut des résultats de recherche. Tu sais, le carré jaune en haut des résultats de recherche. Et tu suis des tutos et tu vas mettre en place des campagnes de ce qu'on appelle du pay-per-click où en fait tu vas avoir tu vas payer à chaque fois que quelqu'un clique sur ton annonce. Et ce prix, il peut varier d'une industrie à l'autre et surtout, il va varier en fonction de l'offre et de la demande. Si tu as énormément de gens qui veulent se placer sur les mots-clés que tu as choisis, ton pay-per-click, il va être beaucoup plus élevé que si tu es sur un truc où personne n'a mis de… Ça marche aux enchères en fait. Ça marche aux enchères et les gens, ils viennent et ils disent « moi, je veux ces mots-clés-là » et celui qui paye le plus cher, il est placé plus souvent que les concurrents. Un des trucs importants pour mettre en place ce genre de campagne, c'est d'utiliser un outil qui s'appelle Google Trends. Et sur Google Trends, en fait, tu peux comparer différents mots-clés tapés dans Google pour voir lequel est le plus populaire.
Et c'est un truc que tu dois faire régulièrement. Ça te permet de comprendre quelles sont les attentes du marché, quelles sont les attentes par rapport aux recherches Google qui sont faites en ce moment et d'adapter tes campagnes en fonction de ce que les gens recherchent le plus. Et si tu arrives à être en avance sur tes concurrents et à trouver ce que les gens recherchent le plus, mais où tes concurrents n'ont pas encore mis d'argent, et ben en fait, tu peux avoir des pay-per-click très très bas qui vont te rapporter beaucoup d'argent parce que beaucoup de clients qui vont arriver. Concrètement, ce truc-là est un outil de malade. Chaque jour, il y a 100 millions de dollars qui sont dépensés sur Google AdWords. Ça veut bien dire que ça marche et qu'il y a forcément des coûts à jouer. Et selon ton industrie, tu peux te placer sur Google Ads et faire énormément de leads et beaucoup d'acquisitions grâce à ce canal-là. Autre canal d'acquisition, c'est tout ce qui est pub offline. Toutes les pubs offline, ça va être les campagnes de com dans les endroits publics, métro, bus, tramway, tous ces trucs-là. Ça va être les pubs télé, ça va être les pubs radio, ça va être tout ce qui est payant en fait et sur les médias traditionnels et tous les trucs qui sont offline. Concrètement, il y a plein de trucs sur Internet qui te permettent de comprendre les tarifs et les process de mise en place de ce genre de pub offline. Par exemple, sur TF1, tu trouves en tapant TF1 pub tarif la grille en fonction des horaires du prix d'une pub à diffuser sur TF1. Et après, tu peux prendre contact avec eux directement. Et grosso modo, toutes les boîtes qui te proposent des pubs offline qui sont intéressantes pour toi aujourd'hui, elles sont sur Internet et tu peux les contacter facilement pour comprendre de quoi tu as besoin pour mettre en place ce canal-là. Pour améliorer les performances de ce canal, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de tracking. Il n'y a pas vraiment de manière de vérifier si une pub télé, ça t'a apporté beaucoup de clients ou non. À moins que tu aies vraiment une petite audience et que tu fasses une pub télé et que ça fasse x10 tout d'un coup, c'est très compliqué. Et ça devrait pas être le cas en fait. Genre l'objectif, c'est pas ça, c'est pas d'avoir un pic de plein de gens en faisant une pub sur TF1 et ensuite plus rien. C'est comme je disais au début, d'avoir un truc pérenne au fur et à mesure. Le truc, c'est que c'est un peu compliqué de mesurer les performances d'une pub offline, mais c'est possible sur certains formats, par exemple sur tout ce qui va être flyers, tout ce qui va être pub métro, etc. Tu vas pouvoir mettre des codes promo et regarder un peu le pourcentage de gens qui achètent grâce à ces codes promo-là. Ça va te donner une idée vague de la proportion de gens qui achètent sur ton service grâce à cette campagne-là. L'objectif quand tu fais de la pub offline, c'est de frapper toujours plus fort. Genre vraiment, c'est à chaque fois que tu vas lancer une nouvelle pub offline, essayer d'apprendre des retours que les gens vont te faire sur la pub précédente et essayer d'en faire une encore meilleure en espérant que ça te ramène plus de clients. C'est probablement un des canaux les plus connus dont on parle le plus, c'est le SEO. Le SEO, c'est ce qu'on appelle la Search Engine Optimization. C'est en gros comment tu fais pour te placer gratuitement sur Google de la meilleure manière. Pareil, il y a énormément de formations sur Internet que tu peux trouver sur comment te former au SEO. Je vais essayer de passer rapidement sur comment tu fais pour mettre en place une campagne de SEO qui fonctionne en 2019. Le SEO, en gros, c'est une histoire de bien organiser ton site et son architecture pour que Google puisse naviguer dedans facilement et comprendre de quoi tu parles. En gros, Google a un algorithme très puissant qui va ranker les résultats de recherche en fonction de la pertinence par rapport à ce que les gens vont taper. Et s'il estime que ton site est de bonne qualité et apporte une bonne info, il va te placer plus haut que tes concurrents. Pour que Google estime que tu es plus pertinent que tes concurrents, il faut que tu arrives à le faire naviguer facilement. En gros, Google envoie des robots constamment sur tous les sites du monde et les robots, s'ils peuvent naviguer de lien en lien facilement et découvrir un peu tous les contenus, voir qu'il y a une architecture bien foutue dans ton site qui permet aux utilisateurs de passer d'une page à l'autre, de trouver les contenus facilement et d'apprendre des choses facilement, Google te fait remonter. Tout le jeu, il est là-dedans. Quand tu fais de la SEO, l'objectif, c'est d'avoir des contenus qui sont structurés de la meilleure manière pour que Google puisse les lire de la meilleure manière. Pareil que pour le SEM, un des outils les plus puissants pour faire du SEO, c'est Google Trends. Parce qu'en fait, ça te permet de voir ce que les gens sont en train de rechercher là maintenant et d'ajuster les mots-clés que tu vas avoir sur tes pages, que Google va scanner du coup, et en fonction des recherches les plus fréquentes des gens, d'avoir un placement, un référencement qui est meilleur dans les résultats de recherche Google sur des résultats qui sont plus demandés. Et en fait, c'est la même chose qu'en SEM. Si tu arrives à te placer en référencement sur des mots-clés qui sont très recherchés avant tes concurrents, et ben en fait, tu fais de l'acquisition, mais vraiment énormément. Et c'est
extrêmement puissant comme outil. Ça prend du temps à mettre en place. C'est une stratégie qui est vraiment progressive et elle passe par de l'optimisation de ton site, de la façon dont tu rédiges tes contenus, de l'organisation de tes balises H1, H2 en HTML pour avoir des titres qui sont bien distincts, des sous-titres et des paragraphes, etc. pour que Google, qui n'est pas un humain, puisse se rendre compte que ton contenu est bien organisé et qu'il est pertinent pour l'utilisateur. Le premier exemple que j'ai en tête, c'est Flat. Flat, on a vu Pierre dans l'épisode 5. Flat, en fait, ils ont grossi énormément sur le SEO au départ et ils faisaient ce truc-là de prendre Google Trends, regarder ce qui était le plus recherché et modifier tous les jours leur landing page et créer des nouvelles landing pages adaptées à d'autres termes de recherche très recherchés pour avoir un maximum de gens qui arrivent sur le site et qui découvrent le produit. Un deuxième exemple, c'est Blondie. Il a une conf sur Coup d'État aussi où il parle de création de Muse. Lui, ses Muses, elles tournent avec des acquisitions qui sont 100% SEO. Et en fait, il a réussi à très bien se placer. Et vous pouvez aller voir sa conférence sur ça, c'est hyper intéressant. Le content marketing. Le content marketing, c'est quelque chose de très puissant aussi. Ça peut être très puissant. En gros, c'est comment tu fais pour produire du contenu qui va apporter de la valeur à ton marché, en fait, gratuitement, pour que les gens entendent parler de toi, qu'ils fassent le rapprochement entre « Ah, mais j'ai reçu de la valeur, cette boîte-là m'a aidé, peut-être qu'elles ont quelque chose à me vendre qui est intéressant. » Pour mettre ça en place, il faut juste y aller, il faut juste se lancer et il faut pas perdre espoir parce que c'est quelque chose qui est long terme. La règle de base, c'est vraiment d'apporter de la valeur gratuitement aux gens. Il faut tout le temps te poser la question « Est-ce que là, maintenant, j'apporte de la valeur ?» Chez Coup d'État, c'est notre stratégie principale pour acquérir des nouveaux utilisateurs, pour vous acquérir vous. On va publier du contenu gratuit, c'est cette saison 2, c'est les extraits qu'on va mettre sur Instagram, c'est les articles Medium qu'on écrit où on essaye d'apporter de la valeur aux gens parce que à la fois ça éduque le marché et ça aide les gens et en même temps ça permet de nous placer comme un référent auquel les gens ont envie de se raccrocher et du coup ça attire du monde. Une stratégie de contenu, s'il y a bien un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que ça prend toujours au moins 6 mois à avoir des retours sur investissement. Pendant 6 mois, si ta stratégie de contenu c'est de l'écriture ou de la vidéo, pendant 6 mois tu vas écrire des articles régulièrement, le plus régulièrement possible et tu vas avoir quasiment aucun retour. Vraiment, tu vas avoir des gens qui vont lire ce que tu fais ou qui regardent tes vidéos et qui vont rien te dire. Tu vas avoir aucun feedback et tu vas avoir l'impression d'être en train d'écrire dans le vent et c'est terrible, c'est très compliqué. Mais en fait, au bout de 6 mois, tu commences à avoir les premiers retours parce que les gens comprennent que c'est régulier, que c'est sérieux, que c'est intéressant. On parlait de ça avec Paul de Fretlink qui eux ont commencé par une stratégie de contenu et il m'a dit pendant 6 mois on a écrit des articles sur l'industrie du transport routier et au bout de 6 mois on a commencé à avoir les premières personnes qui nous contactaient et qu'on a pu avoir comme premiers leads et qui sont devenus nos premiers clients. Un autre canal, c'est l'email marketing. Donc l'email marketing, ça porte bien son nom, c'est le fait d'envoyer des emails soit à des listes de prospects que tu connais pas et que tu as acheté, soit à des clients déjà existants pour leur faire acheter d'autres produits ou d'autres trucs que tu mets en place. Comment tu mets ça en place? Intercom, ça sert beaucoup à ça. Intercom, c'est très puissant parce que ça te permet d'envoyer des emails dans des contextes précis par rapport à des actions qui ont été effectuées par les gens. Sinon, il y a des outils qui sont faits pour faire de l'email marketing. Je pense à customer.io, qui est un truc qui est fait vraiment pour ça. Pour mettre en place un scénario marketing, la première étape, c'est de dessiner tout ton scénario. C'est vraiment de prendre en compte le parcours utilisateur, la façon dont ils vont être amenés à découvrir ton produit, à passer sur ton site, à vraiment interagir avec toi, etc. Et en fonction des étapes de ce parcours, insérer des mails qui vont pousser les gens à passer à l'étape suivante du parcours. Pour améliorer les performances d'une stratégie d'email marketing, il y a plusieurs choses à traquer. En gros, il y a tous les trucs les taux d'ouverture de tes mails, les taux de clics dans tes mails et surtout la façon dont les gens passent à l'étape suivante de ton parcours utilisateur après avoir reçu le mail. C'est des trucs qui sont tous traqués dans Intercom. C'est d'ailleurs super puissant pour ça. Genre dans Intercom, tu peux dire j'ai envoyé ce mail à cette personne-là. Mon objectif avec ce mail, c'est que après l'avoir reçu, il ait acheté tel truc. Et tu peux avoir le pourcentage de gens qui ont effectué cette action précisément après avoir reçu le mail. Donc voir si ce mail-là a eu un impact ou pas. Un exemple de boîte qui est très bonne à ça,
c'est Canva. Canva, c'est un outil qui te permet en fait de faire du graphisme très très simple, mais qui te permet de rapidement assembler des formes et tout ça. C'est un peu comme un sketch très simple. Canva, ils sont trop bons. Ils t'envoient tout le temps des emails hyper qualitatifs avec du contenu gratuit. Et puis au bout d'un moment, ils vont finir par te pousser un truc un peu payant, mais ils t'ont tellement donné dans leur campagne d'email marketing que tu es content d'acheter chez eux. Un canal d'acquisition qui est très efficace et très sous-estimé et dont on se sert jamais parce qu'en fait il demande beaucoup de ressources, c'est ce qu'on appelle l'engineering as marketing. Donc c'est vraiment comment tu vas faire pour coder des trucs, créer des trucs tech qui vont devenir des campagnes de marketing. Comment tu mets ça en place? Eh ben tu codes un truc. Tu vas coder un petit outil qui va pas être un produit en soi qui va vraiment régler un énorme problème pour les gens, mais qui va être un outil qui va être facilement partageable et qui va faire un peu marrer les gens ou les aider rapidement un peu dans un contexte de leur vie spécifique ou n'importe quoi, pour que les gens se partagent cet outil-là en mode « Waouh, mais c'est trop marrant, regarde, il y a cette boîte qui a fait cet outil-là et tu devrais l'essayer parce que X raison ». Ça doit être quelque chose de simple, ça doit être un peu one shot. L'objectif, c'est pas que ce soit un produit que les gens vont utiliser sur le long terme, ça doit être un truc où les gens arrivent, ils utilisent le petit logiciel ou le petit produit que tu vas créer et puis hop, après ils reviennent plus jamais, mais ils ont entendu parler de toi et potentiellement tu as un call to action qui va faire en sorte de les inscrire sur ton site ou sur ton produit. Pour améliorer les performances de ça, il faut arriver à comprendre le taux de conversion entre les gens qui visitent ce mini produit qui a été créé pour la campagne marketing et ton vrai produit, ton vrai business, voir le taux de conversion entre les deux, voir combien de leads ça t'amène et faire en sorte dans ton mini produit d'augmenter le nombre de gens qui vont venir découvrir ton business. Sachant qu'il y a quand même une histoire de branding où les gens savent que c'est telle boîte qui a créé ce mini produit, donc peut-être que ils vont finir par acheter plus tard quand elles vont se poser la question ou quoi que ce soit. Un exemple de ça, c'est HubSpot qui avait fait un truc qui s'appelait Website Grader et qui en fait était vraiment un tout petit outil tout basique où tu venais, tu rentrais l'adresse de ton site, ça scannait ton site et ça te disait à quel point tu étais bon sur les réseaux sociaux, à quel point ton site était bien fait pour que les gens comprennent ton contenu, etc. C'était automatique et donc ça réglait un tout petit problème pas hyper important mais quand même intéressant dans la cible qu'a HubSpot. Et en fait, tout le monde s'est partagé ce truc-là parce que c'était marrant, ça te permettait d'avoir une note sur ton site et tout le monde aime bien avoir des notes pour un peu se la raconter et tout ça. Donc c'est devenu hyper viral. Et en fait, tout le monde a entendu parler d'HubSpot comme ça et ça a été une campagne hyper successful. Une autre technique pour acquérir beaucoup de gens, ça va être de targeter des blogs qui sont sur ton marché. Les blogueurs, c'est hyper puissant. Donc je dis blogueurs, mais ça peut être les influenceurs de manière générale, ça peut être les youtubeurs, ça peut être les gens qui font des lives sur Twitch, ça peut être vraiment tous les gens qui sont en fait influents et qui sont des personnalités sur ton marché. C'est des gens que tu peux aller voir et leur proposer de parler de ton produit, soit gratuitement, s'ils sont sympas et qu'ils sont plus petits, grosso modo, soit en les payant. S'ils sont plus gros, souvent tu vas avoir besoin de les payer, ou alors vraiment besoin de les convaincre, ou tu as une cause vraiment très noble et tu peux les convaincre de participer à cette cause. Mais en tous les cas, tu dois pouvoir trouver des moyens de faire en sorte qu'ils parlent de toi. Pour améliorer les performances, il y a un truc à savoir, c'est que de manière générale, en acquisition, on va utiliser ce qu'on appelle des UTM. Un UTM, le mieux, c'est de chercher un peu sur Google à quoi ça correspond, mais grosso modo, c'est des paramètres que tu vas rajouter à la fin d'une URL et qui vont te permettre de comprendre de quelle campagne marketing viennent les gens qui ont cliqué sur le lien. Donc en fait, ça va faire un lien genre coupdeta.co/ point d'interrogation UTM campagne égale Facebook. Et donc du coup, je vais savoir que tous les gens qui sont arrivés sur le site via ce lien UTM viennent de Facebook. Et ce que tu peux faire avec les blogueurs, c'est que tu peux leur envoyer des liens avec des UTM déjà pré-remplis. Ils les transforment en liens mini, genre Bitly ou des trucs comme ça. Et en fait, quand tous les gens vont cliquer sur les campagnes où ils vont promouvoir ton produit, tu sauras qu'ils viennent de ces blogueurs-là. Ça te permet toi de traquer d'où viennent les gens sur ton site. Mixpanel traque les UTM automatiquement, Google Analytics aussi. Et en fait, ça te permet toi de savoir la performance de ta relation avec ce blogueur. Il y a énormément de business qui se sont construits sur ça. Un des business dont on est proche, c'est Chanty Biscuits. Elle, à la base, elle est arrivée très tôt sur cette idée-là. Elle fait des biscuits personnalisés. Il y a une interview coup d'état d'elle d'ailleurs. Et à la base, elle a contacté des blogueuses un peu stylées, un peu trendy, et elle leur a envoyé des biscuits gratuitement. Et toutes les blogueuses ont posé avec les biscuits et ça a fait un bruit monumental. C'était un truc assez impressionnant. Un autre exemple de ça qui est marrant, il y a un documentaire sur Netflix qui parle du Fire Festival.
où en fait, eux, bon, c'était un énorme fiasco, c'était même une grosse arnaque. Mais la leçon entrepreneuriale est intéressante dans le sens où ils voulaient faire un festival aux Bahamas, un truc énorme. Et en fait, ils ont payé des influenceuses très mainstream, donc Emily Ratajkowski par exemple, enfin voilà des influenceuses vraiment balèzes, et ils leur ont envoyé un carré orange et ils leur ont dit à cette date-là, vous allez toutes publier le même carré orange avec écrit Fire Festival et avec un lien vers le Fire Festival sur Instagram. Et à la même date, au même moment, toutes les plus grosses influenceuses du monde ont envoyé un carré orange sur leur feed Instagram et tous les gens étaient là en mode qu'est-ce que c'est que ce truc, et ça a fait un bruit gigantesque et ils ont fait des centaines et des centaines et des centaines et des milliers de ventes presque. Et en fait, ça a trop bien marché. Ce qu'il y a eu derrière, c'est qu'ils ont fait un produit tout pourri et qu'ils ont arnaqué les gens, mais c'est une idée sur comment tu fais pour avoir une relation avec des blogueurs et des blogueuses. S'ils avaient géré l'exécution et s'ils avaient fait en sorte d'avoir un produit qui derrière satisfaisait les gens, ça aurait été la plus belle histoire d'entrepreneur de la Terre. Un truc que tu peux mettre en place pour avoir des nouveaux clients qui arrivent, c'est des partenariats. Des partenariats avec d'autres boîtes qui vont pouvoir prendre plusieurs formes et qui vont servir les intérêts des deux boîtes. C'est comme du sales, genre ça marche comme du sales, tu vas aller vendre une vision à un partenaire potentiel pour lui proposer de t'associer en gros et d'acquérir des clients chacun son tour, ou alors si toi ton intérêt c'est d'acquérir des clients, peut-être que l'autre boîte son intérêt va être ailleurs et que tu peux faire quelque chose pour elle. Comment tu mets ça en place? À la base, il faut arriver à identifier des partenaires potentiels qui ont accès à ta cible. C'est la première étape. Ensuite, il faut les contacter, tisser des relations avec eux et comprendre quels sont leurs besoins. Une fois que tu as compris leurs besoins, tu fais en sorte de trouver un intérêt commun avec leurs besoins et tes besoins et tu leur vends la vision de la même manière que tu vas vendre tout le temps, et tu t'arranges pour que leurs objectifs soient atteints et que tout le monde soit content dans le process. Pour améliorer les performances de ça, il faut toujours suivre si le deal est vraiment intéressant ou pas, voir combien de clients ça te rapporte et essayer de faire en sorte d'améliorer la façon de procéder dans le type de partenariat que tu as choisi de mettre en place. J'ai deux exemples par rapport à ça. Le premier, c'est la collaboration entre GoPro et Red Bull. C'est un partenariat de marque en gros, et GoPro est complètement sur les sports extrêmes. Red Bull s'est calé aussi sur les sports extrêmes et leurs partenariats ont fait des bruits monumentaux, et donc toute l'audience de GoPro a été récupérée par Red Bull, toute l'audience de Red Bull a été récupérée par GoPro, et c'était un win-win pour les deux boîtes et elles ont pris de la croissance vraiment fort. C'était un partenariat efficace. Un autre partenariat qui est intéressant, c'est le partenariat de contenu qui a été fait entre Buffer, Mailchimp et Square, où en fait eux se sont associés parce qu'ils avaient des business un peu connexes. Donc Buffer, ils font un logiciel qui permet de programmer des posts sur les réseaux sociaux. Mailchimp, ils ont un logiciel qui te permet de créer des newsletters hyper efficacement. Et Square, c'est un truc de processing de paiement par carte pour les commerçants. Et eux, ils se sont associés tous les trois pour créer en fait une campagne de contenu où ils ont créé une sorte de guide sur comment faire en sorte que ton business explose. C'était gratuit et en fait les gens devaient s'inscrire et laisser leur adresse mail pour pouvoir avoir accès à ces contenus-là. Et en fait ils ont mutualisé leurs efforts de communication sur cette campagne de contenu tous ensemble. Ce qui a fait qu'ils ont chopé l'audience de Buffer, l'audience de Mailchimp et l'audience de Square en même temps, et ils ont tout mutualisé, et encore win-win-win. Et comme ils sont pas concurrents, en fait tout le monde a été en croissance très forte grâce à ce partenariat-là. Un des canaux qu'on ne doit pas sous-estimer, c'est le sales. Le sales direct, la vente directe en one-to-one au téléphone ou en relation directe. C'est un truc qui est extrêmement puissant. C'est souvent plus intéressant en B2B parce qu'en fait tu vends des tickets plus gros, et souvent passer du temps à vendre quelque chose qui est pas très cher à quelqu'un, ça n'a pas de sens en fait, parce que tu dois payer la personne à passer ce temps-là. Mais c'est possible de le faire. Par exemple, nous chez Menu Next Door, dans ma précédente boîte, on allait sur les places de marché et on allait voir les gens un par un et on les inscrivait dans le groupe, et on faisait des groupes de 300 personnes qui rejoignaient notre groupe Facebook en une fois. Donc c'est possible aussi de le faire même en B2C, même sur des tickets pas très chers, mais c'est forcément plus intéressant une fois que ton business est un peu pérenne, de le faire quand tu as des ventes très chères en fait. Alors comment on met un processus de sales en place? Il y a vraiment énormément de choses différentes entre les sales qui vont aller chercher
des nouveaux clients, des nouveaux prospects. Donc ils vont contacter des potentiels clients, etc. Et les sales qui vont closer l'affaire et qui vont s'assurer que le contrat est bien signé, etc. et que le processus est fait. En gros, la première étape pour mettre en place un processus de sales, c'est d'avoir une liste de leads, une liste de prospects. Ces listes-là, tu peux soit les acheter dans des sites qui te permettent d'acheter des listes de prospects, soit les construire toi-même. Genre si tu arrives à avoir une campagne qui t'a amené des leads, etc., et ben ça te permet de récupérer ces leads-là. Comment on met en place une Salesforce? En fait, tu vas avoir plusieurs étapes. D'abord, tu vas devoir créer des listes de leads. Donc soit ces leads, ces prospects, ils viennent de listes que tu as achetées sur des plateformes d'achat de leads selon ta cible, soit ils viennent d'une liste que tu as bâtie toi-même avec d'autres stratégies qui ont été amenées, etc. Soit ils viennent d'une force de vente qui va chercher à qualifier des gens qui sont dans ta cible et qui vont essayer de comprendre s'ils ont le bon besoin adapté à ce que tu vas vouloir leur vendre derrière. Il y a un très bon bouquin qui parle de sales qui s'appelle Predictable Revenue, qui a été écrit par un des employés de Salesforce et qui explique comment il a fait passer Salesforce de 1 à 100 millions de CA, si je me trompe pas, ou un truc comme ça, en mettant justement en place cette méthode-là où tu as des gens qui vont scanner le marché, contacter des gens, rentrer en relation avec eux, essayer de comprendre s'ils ont les besoins adaptés au produit qui est vendu et qui vont ensuite passer le lead une fois qu'il est qualifié et qu'il est bon à des account managers qui eux vont essayer de dire bon voilà, on a compris que tu avais ces besoins-là, voilà nous pourquoi la solution peut t'aider à accomplir la vision suivante. Et en fait, cette méthode-là fonctionne extrêmement bien, surtout quand tu as ce qu'on appelle un LTV, donc une long term value de plus de 10 000 euros, grosso modo. Donc quand tu vends un produit qui est cher, ça a beaucoup de valeur de mettre en place une force de sales comme celle-là et ça te permet en fait d'attirer des nouveaux clients par ce biais-là. Tu vas en attirer moins que sur d'autres types de canaux d'acquisition, mais c'est possible de le rendre pérenne et de faire en sorte que régulièrement, tu aies des nouvelles personnes qui rentrent et que tu les closes et que du coup, ça fasse des nouvelles ventes. Et une fois que tu as fait la vente, en fait, il faut arriver à les suivre aussi en Customer Success et vérifier que tout se passe bien pour eux, etc. Parce que sur une vente qui est si chère, ça vaut le coup de vérifier que ça s'est bien passé et ça permet de faire de l'upsell aussi sur est-ce que tu peux leur vendre plus de choses, etc. Donc vraiment, la Salesforce, c'est un des trucs qui est très complexe. C'est probablement le sujet d'une autre série coup d'état qu'on a dans les cartons. Voilà, je balance ça comme ça, on verra plus tard. Pour améliorer les performances d'une Salesforce, il y a plusieurs trucs à suivre. Déjà, il y a la qualité des leads, donc vraiment s'assurer que les leads sont vraiment bien qualifiés et qu'ils ont un intérêt pour ton produit à la base, ça c'est vraiment important. Et ensuite, il y a toutes les performances entre les deux. Entre le moment où le lead rentre dans le funnel d'acquisition et jusqu'au moment où il finit par acheter, quel est le pourcentage de perte au fur et à mesure, sur quoi tu peux influer pour que les leads se convertissent mieux. Est-ce que c'est à l'entrée la qualité des leads ou est-ce que c'est au cours du funnel qu'on les perd, etc. Tout ça, si tu améliores ça constamment, tu fais en sorte de créer une sorte de machine de sales qui va faire rentrer des nouveaux clients sur ton produit le plus régulièrement possible. Une autre méthode pour acquérir plein de nouveaux clients, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des programmes d'affiliation. Un programme d'affiliation, c'est en gros une sorte de petit partenariat où tu vas aller proposer à des gens de vendre le produit à ta place et qui prennent un pourcentage sur ces ventes. Pour mettre ça en place, il faut aller trouver les gens qui seront susceptibles de vendre le produit à ta place. Donc c'est potentiellement des blogueurs ou des influenceurs ou des gens qui ont des sites web connus ou des médias ou n'importe quoi. Et leur proposer un deal où tu leur dis voilà, tu vas pouvoir mettre en place un lien sur ton site où quand les gens vont cliquer dessus, s'ils achètent sur mon produit, tu vas prendre une commission. Pour améliorer les performances de ce canal-là, il va falloir suivre à la fois les performances individuelles de chaque affilié, donc vraiment voir si chaque affilié te rapporte plus ou moins de ventes. Et pour améliorer ça, tu vas pouvoir coacher les affiliés à mieux vendre sur leur site ou sur peu importe la façon dont ils vendent. Mais en fait, tu vas pouvoir les coacher à faire en sorte que ce soit de mieux en mieux et éventuellement écrire des guides pour eux pour vendre de plus en plus de produits, etc. Cette méthode-là, c'est une méthode qui a été utilisée par énormément de business pour grossir très 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 rapidement. Le premier étant Amazon, qui est pas un petit business. Ils ont vraiment ce programme d'affiliés qui fait qu'ils ont fait connaître Amazon très très rapidement par ce programme-là.
Il y a Zappos qui a fait ça aussi. Netflix, c'est construit comme ça. Voilà, c'est un truc qui marche très très efficacement si tu arrives à trouver suffisamment d'affiliés qui sont de suffisamment de bonne qualité et qui ont bien accès à ta cible et qui vont du coup pouvoir vendre ton produit à ta place. Un autre canal, c'est de se placer sur les plateformes existantes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire se placer sur des trucs qui ont vraiment beaucoup d'audience et arriver à bien se positionner sur ces plateformes-là. Ça peut être sur l'App Store, ça peut être sur YouTube, ça peut être sur d'autres trucs. Comment tu mets ça en place? Déjà, tu vas identifier une plateforme qui parle à ta cible. Typiquement, si tu crées du contenu, tu vas aller sur YouTube parce qu'en fait, c'est là que la plupart du contenu est répertorié. Il y a beaucoup de gens qui vont découvrir des contenus grâce à YouTube, etc. Ensuite, tu vas tester et itérer sur différents messages que tu vas publier sur ces plateformes-là. Si c'est l'App Store, tu vas pouvoir faire en sorte de faire une fiche pour ton app qui est de mieux en mieux et voir ce qui convertit le mieux, etc., etc. Et ensuite, tu vas pouvoir reproduire ces messages le plus régulièrement possible pour que la cible finisse par venir chez toi. Si la plateforme, par exemple, c'est Reddit, tu vas pouvoir poster des messages régulièrement. Si tu arrives à te caler correctement en suivant les règles de la plateforme existante et en faisant en sorte que ce soit intéressant pour les gens qui la visitent de visiter ton site à leur tour, en fait, tu as un truc qui est hyper efficace. Le problème de ça, c'est que tu as souvent peu de data. Tu peux mettre des UTM pour vérifier si les gens viennent de ces plateformes-là, etc. Mais finalement, tu peux pas tellement influencer sur ce processus-là. Par contre, tu peux tester plusieurs plateformes différentes et voir laquelle performe le mieux pour voir selon ton business où l'audience que tu vises se trouve et où est-ce qu'elle est le plus susceptible de convertir par rapport au message que tu vas poster. Les exemples de ça, il y en a plein. Il y en a deux que j'aime particulièrement qui sont Airbnb et Evernote. Donc le premier, c'est Airbnb et ils se sont calés sur le dos de Craigslist. Craigslist qui est en fait une sorte de... C'est un peu comme le Bon Coin, c'est une sorte de site de petites annonces et ils ont beaucoup d'annonces immobilières. Et en fait, ils avaient créé un truc qui automatiquement faisait en sorte que toutes les annonces Airbnb tombaient sur Craigslist. Et du coup, les gens qui visitaient Craigslist, ils voyaient ça, ils cliquaient sur le lien et ça ouvrait Airbnb. Donc il y a plein de gens qui ont découvert Airbnb grâce à ça. Le deuxième exemple, c'est Evernote. Du coup, Evernote, eux, ils ont grossi sur le dos de l'App Store. Parce qu'en fait, quand l'iPhone est sorti et que l'App Store est sorti peu de temps après, il n'y avait pas d'app, il y avait quasiment rien. Et donc Evernote sont arrivés, ont créé une application qui était hyper bien foutue, où ils ont créé des fiches d'app qui étaient folles, qui étaient vraiment bien meilleures que toutes les autres. Et donc Apple avait besoin de ces ambassadeurs-là et les a mis en avant à fond sur l'App Store. Et ils ont fait des millions de téléchargements grâce à ça. Et ce qui est fou, c'est que quand tu écoutes les mecs d'Evernote, ils te racontent que ils ont fait ça à chaque fois qu'il y a eu un nouveau produit Apple qui est sorti. Genre quand l'iPad est sorti, ils étaient tout excités parce qu'ils se sont dit on va faire très vite une app iPad Evernote. Comme ça, quand l'App Store iPad va sortir, on sera mis en featuré et on va choper plein de clients grâce à ça. Et ils ont fait ça et ils ont chopé plein de clients grâce à ça. Genre vraiment, c'était hyper puissant. Et donc si tu arrives à te caler sur le dos d'une plateforme qui est visitée par énormément de gens et à être mis en avant sur cette plateforme, ça peut être les trends YouTube, ça peut être les subreddits, les top subreddits de Reddit, etc. Si tu arrives à te caler là-dedans, c'est une autre manière d'attirer énormément de clients dans ton business. Un truc qu'on fait souvent de travers, c'est d'utiliser les salons pour acquérir des nouveaux clients. En fait, j'ai vu un peu trop de startups faire des salons de startups. Donc c'est le premier truc que je vais dire sur les salons, c'est surtout faites pas de salons de startups si vous vendez pas à des startups parce que c'est juste de l'ego trip et ça a aucun intérêt pour ta boîte. Par contre, si tu arrives à faire des salons qui sont visités par des gens qui composent ta cible, là tu as un vrai intérêt parce que tu peux vendre sur ce salon ton produit et acquérir des nouvelles personnes. Donc sur un salon, tu as plusieurs choses que tu peux mettre en place. Soit tu peux faire une grosse annonce auprès de ta cible et du coup ils vont être contents et ça va faire du bruit sur le salon et du coup les gens vont être attirés par ce que tu fais. Soit tu peux en profiter pour vendre à des gros clients qui vont être là sur place. Tu vois, si tu fais de l'automobile et que tu vas sur un salon un peu automobile et que tu as des gros clients potentiels qui sont là, c'est le moment de tisser des relations avec eux. Tu peux en faire une partie de ton tunnel de vente, ça peut être juste de l'acquisition où en fait tu vas te balader sur ton salon avec des iPads et les gens vont remplir des formulaires et laisser leur adresse mail pour qu'ensuite tu puisses les relancer avec de l'email marketing par exemple. En tout cas, il y a plein de méthodes que tu peux utiliser et qui vont te permettre d'acquérir des nouvelles personnes via des salons. Pour améliorer ça, à chaque salon, il va falloir trouver des moyens d'améliorer tes objectifs.
donc de définir tes objectifs d'une meilleure manière et d'améliorer les résultats que tu vas avoir. Il faut bien mesurer le ROI et l'impact que ça a sur tes ventes. C'est un des premiers trucs essentiels. Il faut insister sur les salons qui ont du sens. Il y a des salons qui vont mieux marcher que d'autres parce que l'audience va être plus précise, plus intéressée par ce que tu proposes. Donc, il faut bien vérifier, pas faire tous les salons comme ça juste pour faire tous les salons. Il faut vérifier lesquels sont les plus intéressants. Au fur et à mesure que tu avances, tu vas pouvoir investir sur de meilleurs stands qui sont mieux placés, qui sont plus stylés, avec une meilleure déco, qui vont attirer du monde, avec des meilleures animations, etc., etc. Et un des trucs qui sont potentiellement très intéressants, c'est de faire venir tes clients, ceux qui sont déjà clients sur le salon, les appeler, leur dire « Ah, mais au fait, tes clients, nous, on va sur ce salon-là, j'espère que tu y seras. » Et en fait, si tu arrives à passer du temps avec eux sur le stand, potentiellement, ils vont se mettre à eux recommander ta solution à d'autres clients potentiels. Et ça a une force gigantesque parce que c'est pas toi qui vends directement à des clients, c'est des gens qui sont déjà utilisateurs qui vont dire genre « Ah, mais c'est de la balle, achète. » Dans le bouquin Traction, c'est l'exemple que je veux donner, il y a une boîte qui s'appelle SureStop qui faisait des salons et qui sur chaque salon générait 20 000 leads avec des techniques ultra puissantes. Mais vraiment, lisez ce bouquin, c'est un délire. Mais en fait, c'est hyper intéressant les salons si c'est bien exécuté et que tu arrives à améliorer à chaque salon le retour sur investissement que tu as et que tu arrives à générer plein de leads et à ensuite les utiliser correctement. Vraiment, les salons, sous-estimons pas à quel point c'est puissant. Pour attirer des nouveaux clients, tu peux aussi mettre en place des événements offline. C'est un truc que The Family fait beaucoup, qu'on fait aussi chez Coup d'État. C'est d'organiser des événements dans nos bureaux, chez nous, qui vont attirer des gens et qui vont leur apporter de la valeur. Ça peut être des conférences, ça peut être des meet-ups, ça peut être plein de formats différents. Mais en tout cas, c'est très intéressant d'avoir les gens qui viennent pour assister à un événement parce que tu peux les convertir ensuite derrière à acheter ton produit, à tester ton truc. Pour mettre en place un événement, tu peux utiliser Eventbrite. Donc sur Eventbrite, tu vas pouvoir créer très facilement une fiche d'événements et tout est fait en fait. Genre les gens ont un système de paiement intégré, ça va te virer les sous automatiquement à la fin de l'événement sur ton compte bancaire. Si c'est payant, si c'est gratuit, ça va faire un système de tickets. Tu pourras avoir une app pour checker les gens à l'entrée, vérifier qu'ils sont bienvenus ou pas. Enfin vraiment, c'est hyper puissant Eventbrite. Nous on adore, on n'utilise que ça chez Coup d'État. Au-delà de ça, après, tout l'enjeu, il est d'arriver à créer une expérience d'événement qui est la meilleure possible. Donc à partir du moment où les gens passent la porte de ton événement jusqu'au moment où ils passent la porte de nouveau pour partir, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Quelle est chaque étape et comment tu fais pour l'améliorer? Évidemment, faut pas se mettre la pression parce que tu vas améliorer la qualité de ces événements au fur et à mesure. Donc, il faut te poser la question à chaque fin de l'événement de qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Qu'est-ce que on va pouvoir mettre en place la prochaine fois qui va faire que les gens ont une encore meilleure expérience? Et plus les gens ont une bonne expérience dans ton événement, plus ils sont susceptibles de être attachés à ton business, être attachés à tes valeurs et de pouvoir potentiellement acheter ce que tu fais ou de pouvoir potentiellement être intéressés par les produits que tu vends, quoi. Ce qui est important de traquer quand tu veux améliorer la qualité de tes événements, c'est déjà de fixer des objectifs. Genre l'objectif de cet événement, c'est quoi? Est-ce que c'est capter des leads qui vont permettre d'être convertis derrière? Est-ce que c'est vraiment closer sur place des gens pour qu'ils achètent ton produit, etc. Pour les améliorer, tu vas pouvoir demander des feedbacks aux participants. Donc ça vaut le coup de les appeler après. Alors qu'est-ce que tu as pensé de l'événement? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles opportunités ont été créées pour toi? Enfin vraiment leur poser des questions sur comment faire de la même manière que tu le ferais pour un produit pour améliorer ton événement constamment. Si tes événements sont de bonne qualité, tu vas attirer du monde. Un autre canal d'acquisition qui est souvent très mal utilisé, c'est celui de devenir conférencier. Parce qu'en fait, si tu donnes des conférences dans des endroits ou dans des salons ou dans des grosses conférences qui traitent d'un sujet qui tient à cœur à ta cible, tu peux devenir une référence sur ce sujet-là parce que tu vas te donner des conférences, parce que tu vas participer à des tables rondes, etc. Et souvent, en fait, ce qu'on voit dans les startups, c'est que les gens vont faire des salons de startups et donner des conférences de startups alors que leurs cibles ne sont pas les startups. Nous, chez Coup d'État, on donne des confs à l'extérieur sur les sujets startups parce que notre cible, elle est dans les startups. Mais en fait, si ta cible, elle est dans la food, va dans des conférences de food et donne des confs sur le futur de la cuisine. Et ça a un vrai intérêt parce qu'en fait, si tu fais des bonnes conférences et que tu arrives à être invité un peu partout, ça te permet de devenir un peu une sorte de référence sur le sujet et les gens vont penser à toi quand ils vont penser à qu'est-ce que je dois utiliser comme produit
pour telle problématique. S'ils ont vu une conférence de toi où tu parlais avec beaucoup d'expertise et beaucoup de certitude et où c'était ouvert et où c'était divertissant, où c'était agréable, et ben les gens vont penser à toi régulièrement. Ce truc-là, pour commencer, il faut juste contacter les conférences qui t'intéressent, leur proposer un sujet qui rentre dans leur ligne éditoriale et faire en sorte que ta conférence soit la meilleure possible. Et puis à force de faire ça, au bout d'un moment, tu finis par être un peu connu dans la place des conférenciers et tu peux faire la tournée de tous les trucs où tu es invité, choisir à quelle fréquence tu veux le faire, etc. Et donc avoir un gros impact sur la croissance de ta boîte et le récolte de leads. Un des trucs que tu peux améliorer régulièrement à chaque conférence, c'est le call to action que tu fais en fin de conférence, qui est potentiellement soit m'envoyer un email, soit s'inscrire sur le site en renseignant que tu m'as vu en conférence, etc. Mais tu peux améliorer ce call to action, améliorer la qualité de tes conférences à chaque fois que tu en fais une et devenir une référence à terme. Un bon exemple de ça, c'est le bouquin Lean Startup. Le bouquin Lean Startup, qui est très 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 connu et qui explique un peu une sorte de méthode pour faire ce qu'on dit dans la saison 2. Ce bouquin-là, c'est un best-seller parce que le gars a fait Eric Ries a fait énormément de conférences sur le Lean Startup. C'est des conférences qui ont beaucoup plu et à la fin de chaque conférence, il disait d'ailleurs, vous pouvez acheter mon bouquin. Et en fait, ça a cartonné grâce à ça. Et enfin, le dernier canal d'acquisition dont j'ai envie de parler, et c'est pas des moindres, c'est celui de bâtir une communauté. Bâtir une communauté, c'est souvent un canal qui est un peu sacralisé parce que tout le monde veut faire ça, parce qu'en fait, la beauté de la communauté, c'est que c'est complètement organique. Et que tu as des clients qui arrivent et qui s'inscrivent et qui deviennent des leads pour ton business constamment par le bouche à oreille. Comment tu crées une communauté? Une communauté, c'est toujours le même processus. Tu commences par un petit noyau de personnes qui ont des valeurs communes et tu les rassembles au même endroit. Ça peut être un endroit physique, ça peut être un endroit sur Internet. Nous, sur Coup d'État, on a un Slack. Ça peut être sur un groupe Facebook, ça peut être n'importe où, tant que c'est des gens dont tu as bien défini les limites de la communauté. Qui est dedans, qui est dehors. Si tu définis ça et qu'à l'intérieur, c'est un safe space où les gens peuvent s'exprimer comme ils veulent et être entre eux, et que tu dis tant que c'est des gens qui respectent la parole des autres, ils rentrent dans cette communauté, tu gagnes. Et ensuite, tu fais grossir cette communauté progressivement, petit à petit. Tu permets aux gens dans la communauté d'inviter à leur tour des gens. Et en fait, ce qui est fou, c'est que tu dois éduquer les gens qui rentrent dans la communauté à avoir les bonnes valeurs ou alors leur montrer la porte. Parce qu'en fait, s'ils correspondent pas à ces valeurs, y a pas de problème, c'est pas grave, ils peuvent sortir, tu vois. Genre, il y a suffisamment de gens qui peuvent rentrer dans ta communauté et la composer pour que ça reste un endroit où les gens se sentent bien. Et en fait, à force d'éduquer les gens à avoir les bons réflexes et à être bienveillants les uns envers les autres et à faire attention au bien-être les uns des autres, il y a un moment où en fait, c'est magique, les gens vont commencer à s'éduquer les uns avec les autres. Et tous les nouveaux qui vont rentrer, c'est plus toi qui fais le travail de les éduquer, c'est les membres actuels de la communauté qui le font. Et en fait, à ce moment-là, ça devient gigantesque parce que le bouche à oreille devient fou et surtout, le fait d'appartenir à une communauté fait que t'es pas seulement utilisateur d'un produit, t'es pas seulement client d'une boîte, tu fais partie d'un mouvement plus grand que toi et tu prends un rôle même si tu le fais gratuitement. Et en fait, le plus important dans la création d'une communauté, c'est d'arriver à demander de l'aide aux gens. Si vous voulez en savoir plus sur ça, j'ai donné une conférence sur la création de communauté où j'explique les 7 principes qui font qu'une communauté fonctionne. C'est peut-être pas encore dispo sur Coup d'État au moment où cette vidéo sort, mais ça le sera bientôt, donc peut-être que ça l'est quand vous la regardez. Mais en tout cas, c'est un Coup d'État Talks que j'ai donné qui dure 1 heure, 1 heure et demie sur comment tu crées une communauté de A à Z, où je donne des exemples sur comment on l'a fait chez Menu Next Door, chez nous, parce que la communauté Menu Next Door était folle, et comment on le fait maintenant chez Coup d'État, parce que la communauté Coup d'État, c'est la meilleure communauté. Pour améliorer les performances d'une communauté, il y a plusieurs choses à checker. Déjà, il y a le NPS. Le NPS est ultra puissant parce qu'en fait, les gens qui vont te mettre 10 à ton NPS, c'est ceux qui vont parler de toi autour d'eux constamment. Et ces gens-là, tu les veux. En fait, ces gens-là, tu les veux au sein de ta communauté parce que c'est tes ambassadeurs et c'est ceux qui vont être prêts à prendre des responsabilités un peu pour toi et tu peux vraiment leur demander de l'aide et ils seront ravis de te la donner et souvent, tu vas créer une relation avec eux qui est très très bonne et c'est ça qui est important. Donc, checker le NPS constamment des différentes personnes qui composent ta communauté et t'assurer que personne n'est déçu et que tout le monde est assez content en fait de la vibe qu'il y a dans la communauté de manière générale. Ce qui est important, c'est d'avoir constamment des nouveaux membres qui rentrent dans la communauté. Ça permet d'avoir une certaine fraîcheur, de pas avoir toujours les mêmes personnes qui se connaissent, etc. Mais que ces personnes-là soient à même d'éduquer les nouvelles personnes qui rentrent, c'est très important.
Et le dernier truc, c'est que vraiment, j'insiste, il faut être intransigeant sur les personnes qui rentrent et qui sortent. Il faut être intransigeant parce qu'en fait, ça va très très vite de changer l'état d'esprit d'une communauté si tu fais rentrer les mauvaises personnes. Et il faut vraiment pas avoir peur de dire aux gens, bah non, en fait, tu corresponds pas à nos valeurs. On n'a pas envie que tu fasses partie de ce truc-là. C'est pas forcément être méchant. C'est pas forcément insulter la personne et lui dire de sortir. C'est vraiment juste, bah, écoute, non, cet endroit, il est pas fait pour toi. Et lui expliquer gentiment et faire en sorte que dans la communauté, il y ait que des gens qui ont des valeurs communes et qui se retrouvent et qui se sentent bien au sein de cette communauté. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de contenu. Il y a 19 canaux d'acquisition. Ça fait 1h30 que je parle et même moi je me rends compte que c'est beaucoup de contenu à assimiler. Donc je pense que c'est une vidéo que vous pouvez regarder à votre aise, revenir dessus quand vous en avez besoin, etc. Parce qu'en fait, s'il y a bien un truc à comprendre par rapport à tous ces canaux d'acquisition, c'est que il faut les mettre en place un par un. C'est très difficile de se dire je vais mettre en place ces 5 canaux-là et les 5 vont marcher. Parce qu'en fait, tu as besoin de devenir expert dans la mise en place de ce canal d'acquisition. Et pour ça, tu dois y déléguer au moins 70% de ton temps. L'enjeu, si tu veux créer une boîte qui fonctionne, ça va être de mettre en place un canal d'acquisition, faire en sorte de devenir un peu un expert là-dedans et ensuite le déléguer à une autre personne qui va prendre le lead sur ce canal d'acquisition-là et vérifier qu'il s'améliore constamment pour que ça amène toujours des clients et toi ensuite d'aller construire des nouveaux canaux d'acquisition. Ces canaux, il y en a potentiellement, et c'est quasi sûr en fait, qui sont utilisés par tes concurrents. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu réfléchis à quel canal tu veux mettre en place pour ton business, c'est de te dire je vais aller sur les canaux qui sont pas utilisés par mes concurrents. C'est un peu contre-intuitif parce que le réflexe que tu te dis c'est ok, j'ai un concurrent qui fait de la pub Facebook, je vais faire de la pub Facebook, ça va marcher aussi. Alors qu'en fait, si tu as un concurrent qui fait de la pub Facebook, peut-être que si tu commences à aller sur des salons sur lesquels il n'est pas, eh ben tu vas récupérer toute l'audience des salons qui attendait qu'une chose, c'est d'avoir ton produit en fait. Et ça, c'est un truc qui est contre-intuitif complètement, mais aller sur des canaux qui sont pas utilisés par vos concurrents. C'est ultra puissant comme réflexion. De toute façon, comme je disais tout à l'heure, c'est fort probable, vu tous les feedbacks qu'on a eu par rapport à ces histoires de canaux d'acquisition et de comment trouver mes premiers clients ou de comment trouver mes clients de manière générale, qu'on en fasse une série complète sur Coup d'État. Une série où en fait on va parler de chaque canal d'acquisition, faire venir des experts sur ces canaux-là pour vous montrer concrètement comment les mettre en place. C'est encore dans les cartons, on ne sait pas quand est-ce qu'on va le faire, mais je pense qu'on va le faire à un moment, c'est certain. En attendant, foncez créer votre produit. Normalement, avec cette saison 2, vous avez toutes les cartes en main pour le faire. Là maintenant, avec cet épisode bonus, vous avez même des manières de trouver des gens qui vont devenir vos clients et vos utilisateurs. Allez faire ça. Il va vous manquer juste de pouvoir recruter des gens, de pouvoir trouver des financements pour votre boîte si vous en avez besoin. Et normalement, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour créer une boîte. En tout cas, on l'espère. Dites-nous ce que vous en avez pensé de cette saison 2. On sera hyper content d'avoir tous vos feedbacks. Si vous voulez aller plus loin, il y a plein d'autres contenus qui sont disponibles sur coupdeta.co. N'hésitez pas à nous écrire, il y a le chat en bas du site. Posez-nous vos questions. Potentiellement, il va y avoir des commentaires bientôt sur le Coup d'État. Enfin, voilà, il y a plein de belles choses qui arrivent parce que nous aussi, on crée le produit en même temps que vous. Et c'est vraiment ça le message qu'on voulait faire passer dans cette saison. C'est qu'en fait, je donne beaucoup de conseils. Je donne un peu des retours d'expérience de ce que j'ai fait dans ma vie en tant que product manager ou en tant que CPO ou maintenant en tant que CEO chez Coup d'État. Mais en fait, ces trucs-là, je les apprends en même temps que vous et je suis pas persuadé de savoir beaucoup mieux que vous ce que je fais. Et je pense que c'est important de le dire en fait parce que vraiment, il y a pas de secret. Il faut qu'on apprenne tous en même temps et il faut qu'on s'entraide et il faut qu'on arrive à créer de cette communauté de gens qui apprennent ensemble. Et je pense que sur Coup d'État, on est bien parti pour le faire et on va vous mettre des choses à disposition en produits qui vont vous aider à faire ça. Et on veut créer les meilleures séries pour vous, qu'elles soient gratuites ou payantes, pour faire en sorte que vos business ils cartonnent et que de manière générale, beaucoup plus large, vous puissiez prendre le contrôle de vos vies et faire ce que vous avez envie de faire de vos vies. Donc on espère que cette saison 2, elle vous aura plu parce que on a mis beaucoup d'énergie dedans et voilà, soyez honnêtes, soyez brutalement honnêtes, dites-nous ce qu'on pourra faire parce que dans les prochaines saisons qu'on va faire et dans les prochaines séries qu'on va créer, on veut toujours faire mieux et on veut toujours faire en sorte que ça vous aide vraiment dans vos vies à prendre des décisions et à passer à l'action. Merci beaucoup d'avoir suivi ça. Ciao. Cette saison 2 est terminée, c'est l'occasion pour moi de vous passer un petit message sur ce qu'on fait chez Coup d'État
et sur notre produit, justement, chez Coup d'État. On n'a qu'une seule mission dans cette boîte, c'est de vous aider à bâtir des boîtes dont vous êtes fiers. On le répète à longueur de journée, c'est une mission de laquelle on n'a jamais dévié depuis le début. Par contre, la façon dont on le fait en interne a changé un certain nombre de fois et a changé radicalement ces derniers temps. Aujourd'hui, on définit Coup d'État comme une plateforme qui te permet de t'accompagner dans la création de ta boîte de A à Z. Avec cette saison 2, on a décidé de vous aider en vous apportant toutes les croyances qui étaient nécessaires à bâtir un produit qui fonctionne, basé sur des faits, sur de la recherche utilisateur, sur de la recherche auprès du marché. L'objectif de cette saison 2, c'est de passer de 0 à 1 pour vous. C'est d'arriver à passer de j'ai une idée, j'ai envie de me lancer, à j'ai concrètement quelque chose qui fonctionne. Si vous avez déjà ça, la suite du contenu sur Coup d'État, c'est le pack d'extension Anyone Can Scale. Anyone Can Scale, c'est donc une extension à tout le contenu sur Coup d'État qui vous apprend, notamment au travers de 4 séries présentées par Oussama Ammar, comment scaler sa boîte de 1 à 100 000. L'idée, c'est qu'on va passer par toutes les étapes, comment scaler individuellement, donc les bases de l'automatisation, les bases de la standardisation, les bases de la génération de leads, etc., etc. Et on va monter progressivement en grade et vous expliquer comment on fait pour structurer une organisation de la meilleure manière, comment on fait pour structurer une équipe de la meilleure manière, comment on fait pour prendre tout ça et le mettre en bouteille pour arriver à le répliquer et à le dupliquer grâce à notamment des playbooks, etc. à l'échelle mondiale. Parce que notre objectif chez Coup d'État, c'est de vous aider à bâtir des empires. Et donc, si vous voulez poursuivre et continuer au-delà de cette saison 2 qui est disponible gratuitement, vous pouvez acheter le pack d'extension Anyone Can Scale sur coupdeta.co. Je suis sûr que ça va vous aider si vous voulez bâtir quelque chose de grand. Du coup, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en description. Vous allez pouvoir y trouver tout le programme qu'on aborde dans Anyone Can Scale et tous les sujets qu'on va aborder pour vous apprendre à bâtir des empires de ouf. Merci beaucoup. On se retrouve très vite. Les contenus gratuits sont loin d'être terminés. Allez sur coupdeta.co, inscrivez-vous parce qu'on est en train d'en faire la plateforme dont vous avez besoin pour pouvoir monter la boîte dont vous êtes fiers.